Donc, bonjour à tous, je suis Jérôme Guillemin. Et Jérémy Jantet, business developer pour Skilleasy. Alors, aujourd'hui, on souhaite vous présenter, en tout cas sous forme d'atelier, une problématique qui est comment former efficacement vos apprenants par rapport à des sujets sur l'IA générative. Alors, pour introduire un petit peu le propos, l'idée c'était de partir d'un exemple concret. On déroule en ce moment pas mal de plans de formation chez nos clients sur notamment les thématiques Microsoft Copilot. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter nos activités. En fait, on est un organisme de formation dédié aux solutions Microsoft, puisqu'on fait partie d'un groupe en fait pure player Microsoft qui intègre techniquement les solutions Microsoft chez des clients. Et donc nous, on est l'organisme de formation de ce groupe-là. Donc on a 3 activités. La première, c'est la formation au sens très large du terme. Donc on a des catalogues de formation sur tous les outils Microsoft qu'on dispense chez nos clients. Une deuxième activité qui est l'activité e-learning, sur laquelle également nous avons des parcours sur étagère, mais nous faisons des parcours personnalisés. Et enfin, ça va être un petit peu l'objet de la conférence, c'est la conception sur mesure, parce qu'on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Donc là, on peut faire soit du e-learning, soit de la formation, soit de tout. Et l'idée, en tout cas, c'est surtout, on n'est pas obligé de travailler que sur du Microsoft sur ces thématiques-là. Alors, pour entrer dans le sujet, l'idée, c'était de vous présenter déjà qu'est-ce qu'impactait l'arrivée de Microsoft Copilot dans le monde du travail. L'idée, c'est, et Microsoft le dit très très bien, beaucoup mieux que nous d'ailleurs, c'est que ça fait gagner en productivité. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, on trouvait que cette problématique était intéressante, parce qu'en fait, quand on dit oui, vous allez gagner en productivité, on s'interroge très rapidement sur oui, mais comment je vais former ou en tout cas acculturer ces personnes-là dans mon entreprise pour qu'elles puissent en bénéficier à 100%. Le chiffre de Microsoft là-dessus, et ça n'engage que eux, on parle de 70% de gains en productivité grâce aux outils Microsoft Copilot. Donc l'idée par rapport à ça, c'est en fait, ça va être se poser la question, c'est quoi Copilot? Parce que dans ce public-là, peut-être que certains ne connaissent pas encore Copilot. Donc j'ai fait l'exercice et j'ai demandé à Copilot en quoi ça consistait. Donc au début, il ne m'a pas très très bien répondu, comme vous pouvez le voir. Il m'a dit, et c'est vrai, mais que c'était un second pilote qui assiste le commandant de bord. En soi, c'est vrai. Donc je me suis permis de lui demander de repréciser en disant Microsoft Copilot, et là il a trouvé. Donc en fait, Microsoft Copilot, c'est quoi? C'est un compagnon basé sur de l'intelligence artificielle qui vient au travers de tous les outils Microsoft 365, donc Word, Excel, PowerPoint, etc., vous aider dans votre quotidien. Donc c'est pour ça que je disais qu'on parle de productivité et de gain en productivité, parce qu'on est typiquement sur ces problématiques-là. Juste un petit exemple, d'ailleurs c'est une de nos vidéos e-learning qui est faite avec de l'IA, justement. On a typiquement là sur Word un exemple de comment on peut générer une fiche de poste pour donc un recrutement grâce à de l'IA sur Microsoft Word. Donc là, on va tout simplement poser la question à Copilot. Donc ça s'appelle un prompt. Donc on va poser cette question-là. Et en fait, l'IA va me générer donc une réponse qui va venir compléter au fur et à mesure. Donc ça, c'est typiquement, vous voyez, pour introduire, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que Microsoft Copilot. Alors ça représente quand même des enjeux au niveau de la formation, notamment au niveau des apprenants. On remarque qu'on a 2 types de réactions. Il y en a bien d'autres, mais on a essayé de synthétiser. Il y en a 2 qui sont un peu à l'opposé. On a les digital natives. Eux, ils sont hyper friands de ce genre de nouvelles technologies. Ils l'ont peut-être même utilisé bien avant Copilot, parce que vous êtes censé savoir qu'il y avait quand même quelque chose qui s'appelait ChatGPT et qu'on utilisait déjà depuis bien plus longtemps avant même Copilot et l'arrivée dans M365. Donc ceux-là, de toute façon, ils sont convaincus par l'intérêt de l'IA générative dans les outils au quotidien. On n'a pas forcément besoin de les convaincre. Et on a un deuxième public qui est beaucoup plus intéressant, qui sont les réfractaires. Et là-dessus, on a plusieurs catégories dans les réfractaires. On va avoir soit des personnes qui ont peur, juste un chiffre. GitHub
estime que 50% du code généré par des développeurs est réalisé par de l'IA Gen. Donc ça fait peur. Il y a une catégorie de ces réfractaires-là qui ont vraiment peur d'être remplacés, en tout cas des impacts que ça pourrait avoir sur leur quotidien. Donc là, l'idée, ça va être, au travers des plans de formation aussi, de les rassurer. C'est pour ça que je disais formation et sensibilisation. Le tout, on n'est pas que uniquement dans une maîtrise d'un outil. De manière générale, ces apprenants, mais ça, vous devez le savoir, je pense, ils ont des comportements qui sont de plus en plus, on a de moins en moins de temps, justement, et on a besoin d'être acteur. Je pense, et la plupart des apprenants le confirment, qu'on ne peut plus passer deux jours sur des formations où on maîtrise peut-être 40, 50, 70% du contenu à attendre qu'un formateur nous dispense ses savoirs. Donc là, l'idée, en tout cas nous, comment on essaye de répondre à ces enjeux-là, ça va être justement en travaillant sur du micro-learning, dont des temps de formation ultra courts et impactants côté apprenant, et de la gamification qui va venir aussi rendre beaucoup plus interactif la relation avec l'apprenant. Et on a deux grandes approches, dont une qu'on va vous détailler aujourd'hui. L'adaptive learning, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de tester, en tout cas d'estimer quels sont les besoins en formation d'un apprenant en début de parcours de formation et qui va par conséquent adapter le parcours de formation pour chaque apprenant. Et on a la deuxième démarche sur laquelle on va rentrer dans le détail, qui est le blended learning. Effectivement, le blended learning, c'est la démarche qu'on estime aujourd'hui comme étant la plus à même d'optimiser l'apprentissage de vos collaborateurs. Qu'est-ce que c'est le blended learning? Le blended, finalement, c'est un mode d'apprentissage qui est hybride. Ça va être le fait de mixer différents canaux, des canaux de formation asynchrones, donc c'est-à-dire individuels, comme du e-learning, et des canaux de formation synchrones, donc là, pour le coup, plutôt collectifs, type formation un peu standard. Pourquoi c'est important pour nous d'utiliser le blended? Parce qu'on sait que ces différents canaux de formation, si on prend l'exemple de la formation classique et du e-learning, si on les prend indépendamment, ça va être très bien, c'est vrai, mais ils vont chacun avoir un peu des manques. Les formations en présentiel, par exemple, ou les formations dites classiques, elles tombent jamais vraiment au bon moment. Vous allez vous former peut-être parfois un petit peu en avance ou un petit peu trop tard. Et parfois, quand vous êtes formé, vous avez l'impression d'avoir tout compris, sauf que quand vous êtes dans le cœur de votre projet, finalement, il vous manque un certain nombre d'éléments. A l'inverse, le e-learning, aussi précis, aussi détaillé soit-il, il va vous manquer une présence humaine pour répondre à des questions. Donc l'idée de mixer ces canaux, justement, c'est de pouvoir avoir les bénéfices de chaque canal, justement, qu'on va utiliser. On va, je te revenir en arrière, merci. On le voit notamment ici, il y a différents canaux qu'on peut utiliser. Donc on a parlé des formations classiques, on a parlé du e-learning, de la communauté d'entraide, ça peut être des webinaires, IT bar, coaching individuel. Tous ces éléments-là, on va vous les détailler un peu plus précisément dans les exemples qu'on va vous communiquer. Quels sont les enjeux, quels sont les avantages de la démarche de blended learning? L'un des premiers avantages, c'est de pouvoir réellement accéder à du contenu en permanence. Pourquoi? Parce que justement, en ayant plusieurs canaux d'apprentissage, dont notamment le e-learning, vous avez un avantage certain, c'est de pouvoir accéder au contenu quand vous le souhaitez, selon vos disponibilités, selon vos besoins, selon vos attentes, vous y accédez quand vous voulez. L'avantage, on le voit nous dans la consommation notamment de e-learning, c'est qu'il y a deux manières de le consommer. Soit on le consomme à un moment donné quand on a un besoin à un instant T. On rencontre un problème, on va voir si on peut arriver à trouver l'information et la résolution de ce problème dans du contenu qui est proposé. Le deuxième type d'utilisation, ça va être plutôt sous forme de routine. C'est-à-dire que vous allez vous donner la possibilité, via notamment des contenus en micro-learning, comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de vous dire, eh ben voilà, plusieurs fois par semaine, je me bloque 10-15 minutes le matin, ce qui est quand même pas énorme, mais qui vous permet quand même de monter en compétence sur des besoins, sur des outils qui vous intéressent.
Deuxième élément, c'est le fait de permettre aux apprenants de progresser à leur rythme. Ça, c'est vraiment un des avantages les plus importants. C'est que justement, on le voit sur les formations classiques, eh bien, vous allez avoir des personnes dans des groupes qui vont être très à l'aise, d'autres moins à l'aise. Donc, il y en aura forcément une partie qui sera déçue. Tandis que là, justement, en ayant plusieurs canaux d'apprentissage, dont certains qui correspondront plus à des profils qu'à d'autres, vous allez avoir la possibilité de vous former comme vous le souhaitez, encore une fois à votre rythme. Troisième élément, troisième avantage, ça va être d'optimiser l'apprentissage. L'un des intérêts justement du blended learning, c'est notamment qu'on va avoir différentes étapes, ça on l'a dit, différents canaux de formation, et surtout ils vont pouvoir entre guillemets interagir entre eux. Vous allez lancer du e-learning pour commencer, ensuite vous allez combiner ça par exemple avec une formation en présentiel, et vous allez pouvoir vous appuyer sur tous les retours des utilisateurs qui ont suivi du e-learning et qui arrivent à avoir une vision plus précise de leurs besoins et de leurs manques. Ce qui n'est pas forcément le cas en amont si vous n'avez pas ces différentes approches. Autre point, vous pouvez adapter votre format, en tout cas le format de formation à tous les profils. Comme on l'a dit, il y a différents niveaux, il y a différents âges, il y a différents types de compétences, différents types d'appétences même. Donc forcément, vous allez pouvoir proposer des formats qui vont forcément, théoriquement, convenir à l'ensemble de vos collaborateurs. Le blended, il vous permet aussi plus facilement de proposer des contenus à jour. Si on parle de Microsoft, justement, on le sait, il y a des évolutions qui sont permanentes. Les usages évoluent en permanence. Vous allez avoir certains canaux qui seront plus disposés à justement pouvoir montrer de la nouveauté. Les webinaires, par exemple, c'est très simple d'aller présenter les nouveaux contenus mis à jour. Ça ne prend pas trop de temps en termes de préparation, en termes de réalisation, etc. Donc justement, ça vous permet justement de montrer toutes les nouveautés que vous allez avoir à vos différents collaborateurs. Et les deux derniers points, la fidélisation et l'implication des apprenants. C'est parfois compliqué aussi d'avoir des personnes qui soient impliquées dans les formations qui vont suivre. Parce qu'il y a les personnes qui sont demandeuses de formation, celles qui le sont un peu moins, par exemple. Là, on va pouvoir proposer du lien entre les différentes actions et les différents canaux de formation. Par exemple, admettons que vous fassiez encore une fois un webinaire, vous ayez également une plateforme de e-learning à disposition. Et dans le webinaire, vous allez pouvoir répondre aux questions des personnes qui vont suivre les webinaires en tout simplement les redirigeant vers des liens, notamment e-learning. Donc justement, le fait de rabâcher entre guillemets les différents lieux sur lesquels ils vont pouvoir trouver le contenu, ça va leur permettre de retrouver en mémoire ces éléments-là et donc d'être plus impliqués justement parce qu'ils vont se sentir concernés et vont sentir qu'ils ont vraiment la possibilité de trouver la réponse à leurs besoins sur différents formats que vous pouvez leur proposer. Et dernier point, c'est évidemment la démarche blended permet de réduire les contraintes plutôt liées au présentiel, les contraintes budgétaires. Des formations, ça peut vite coûter cher s'il y en a beaucoup à organiser. Et aussi de temps, ce qui est le plus gros problème évidemment de la formation en présentiel, c'est d'arriver à se bloquer 1 jour, 2 jours, 3 jours pour suivre le contenu. On le voit, les impacts qu'on constate au niveau blended, ils sont vraiment intéressants. Pourquoi ? On voit déjà sur des cas clients qu'on a à nous, on avait sur des utilisateurs notamment de e-learning qui n'avaient que le e-learning, parfois seulement 5% des collaborateurs qui se connectaient à la plateforme. Alors, ça peut être lié notamment à un manque de communication aussi, un manque de nouveauté, parce que ce qui fonctionne dans le blended, c'est la communication et c'est le fait d'apporter du nouveau contenu. Sans ça, malheureusement, évidemment, les apprenants ne vont pas revenir dessus régulièrement. Mais en ayant une démarche de blended et justement en informant de la présence notamment d'une plateforme de e-learning en fonction des questions, en fonction des besoins, on est passé parfois de 5% à 60% des collaborateurs qui utilisaient le contenu. Et ça, c'est vraiment lié à cette démarche. Le deuxième impact et KPI dont on peut parler, c'est l'amélioration de la satisfaction sur le critère d'adaptation du format. Parce que forcément, en ayant plusieurs formats, on va plus facilement s'adapter aux besoins. Et donc, on le voit en passant de 82 à 94% de satisfaction. Et dernier point qui est aussi très intéressant et très important, c'est l'amélioration de l'ancrage des connaissances à moyen terme.
On le sait par rapport aux formations, justement, on a l'impression de tout connaître quand on sort de la formation et on se rend compte quand on fait des évaluations à froid, au bout de quelques semaines déjà qu'il y a une baisse des connaissances qui est assez importante, par manque de pratique notamment, et quand on fait des évaluations à froid à 6 mois, là on voit vraiment une chute des connaissances qui ont été emmagasinées. L'avantage du blended et l'avantage d'avoir des connaissances et du contenu qui est disponible n'importe quand, c'est évidemment qu'on va pouvoir mémoriser mieux et retenir mieux les informations. Et dernier point concernant l'approche blended, ensuite Jérôme basculera sur la présentation d'un exemple concret. Je vous montre simplement, pour illustrer les propos récents, un exemple de planning, d'approche blended. On le voit qu'il y a évidemment différents canaux. L'approche e-learning, la formation présentielle, les webinars, la communauté d'entraide. On voit qu'il y a certains canaux qui sont présents régulièrement, comme la plateforme e-learning, sur laquelle on ne va pas forcément proposer le contenu tout de suite, l'ensemble du contenu tout de suite, mais au contraire, chaque 2 semaines, on va proposer des usages et des parcours précis, justement pour permettre de prendre le temps de consulter déjà ceux qu'on met à disposition. La communauté d'entraide aussi, dont Jérôme parlera tout à l'heure, qui est de manière régulière. Et puis on a certaines actions qui vont arriver de manière plus occasionnelle, comme la formation, comme des webinaires. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est super intéressant, c'est de s'appuyer sur les retours des utilisateurs e-learning pour se dire, ok, la formation ou le webinaire, on va vraiment plus le positionner sur un sujet en particulier, sur des thématiques en particulier, parce qu'on sait que ce sont des besoins précis qui ont été remontés après l'utilisation du e-learning. En ce qui concerne l'exemple qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une sensibilisation et une formation de, pour l'instant en tout cas, 1200 utilisateurs dans le domaine de la finance, donc dans un contexte pour l'instant franco-français, mais qui, lors de la globalisation, parce qu'il s'agit d'une société de plus de 10 000 utilisateurs, sera à l'international. Donc les particularités, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur les apprenants. Ils n'ont jamais le temps, ça c'est une valeur sûre. Des usages qui sont très différents, ça par contre c'est propre aussi à ce client-là. C'est-à-dire qu'en fonction des métiers, que ce soit fonction support ou des vraiment métiers de ce client-là, il y a des usages, justement comme vous l'avez vu, Copilot touche à la bureautique, enfin aux usages collaboratifs et bureautiques. Donc ça, en fait, ça couvre en fait un spectre et donc des usages par conséquent hyper larges. Et surtout, ce client-là avait déjà de nombreux parcours e-learning, notamment sur la partie juridique et finance, obligatoires. Donc forcément, c'était aussi à prendre en compte dans l'approche et la stratégie qu'on montait au niveau e-learning. En termes de dispositifs, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on était sur, chez nous en tout cas, un ingénieur pédagogique et un concepteur de contenu, alors principalement e-learning là en l'occurrence, et 2 formateurs qui permettaient de couvrir en fait ce plan de formation qui est encore en cours, pardon, je ne l'ai pas dit, mais qui est encore en cours. On vient, enfin voilà, Copilot étant en tout cas disponible depuis relativement peu de temps, on est encore en train de continuer ce plan-là chez notre client. Alors comment concrètement on a mis en place ce plan-là? Première étape, le cadrage, mais qui est peut-être même la plus importante. C'est ce qui nous permet justement de mieux appréhender les différents personas à qui on va adresser cette formation-là, donc les différents publics cibles. C'est aussi là où on va définir les messages clés et tout ce qui est stratégie et objectifs de formation. Lister également les actions de formation qu'on va mettre dans ce fameux blended learning, les actions dont parlait Jérémy tout à l'heure. Ensuite, on va passer sur une deuxième phase qui est une phase de conception, où là, on va définir précisément quelles sont les actions et quelle sont l'importance et le séquençage de ces actions-là dans le temps. Jérémy a notamment parlé d'un point hyper important qui est le fait de l'ancrage. C'est aussi l'une des grosses différences du blended et le fait d'avoir des actions qui durent dans le temps et des points de contact avec les apprenants tout au long de cette durée-là, ça permet justement un meilleur ancrage des connaissances. Et enfin, c'est l'animation en tant que telle du dispositif. Mais presque quand on en est là, on a fait une bonne partie du job, même si en réalité ça prend encore du temps. Le dispositif qu'on a proposé sur ce client-là par rapport à ces problématiques, c'est de la formation présentielle, une communauté d'entraide notamment, un e-learning, mais on le verra tout à l'heure qui sera personnalisé,
un système de webinaire également personnalisé et des cafés, donc c'est de l'événementiel en gros, dédié aux usages Copilot. Alors sur la formation présentielle, on a poussé une de nos offres catalogues. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait on a un catalogue de formation. On s'est basé principalement sur la formation qu'on a à notre catalogue qui permet d'introduire qu'est-ce qu'est l'IA générative, comment ça fonctionne, les limites. Parce que c'est essentiel en fait pour bien maîtriser l'IA Gen d'en connaître les limites. Et notamment, l'une des réponses à ces limites-là, c'est l'art du prompting. Donc on fait un module spécifique sur l'art du prompting avec des exercices associés, de façon à ce que les apprenants maîtrisent au mieux ces thématiques-là. Et enfin, là, après, on passe vraiment sur la partie plus cas d'usage, où en gros, on va rentrer dans l'appréhension des cas d'usage qui sont génériques un petit peu chez nous, mais qui servent beaucoup. Et ensuite, des cas d'usage qui sont propres aux clients en question. Donc là, c'est là où je fais le lien avec les fameux besoins métiers dont je vous parlais tout à l'heure, où justement, il faut qu'on puisse s'adapter et apporter une vraie réponse. Sinon, les apprenants, en fait, ils vont tout de suite pas forcément accrocher avec la formation. La deuxième action qu'on a mis en place, c'est la communauté d'entraide. Elle est cruciale dans le sens où elle permet de communiquer en même temps que de donner des messages clés. Là, l'intérêt, il est clair. À la suite des formations ou des webinaires, déjà, les apprenants peuvent poser leurs questions, ce qui permet aux formateurs d'y répondre, d'en faire bénéficier à tout le reste de la communauté, puisqu'on se parle d'une communauté qui n'est pas... Là, en l'occurrence, on est sur du Viva Engage, donc ce qui veut dire que ça concerne tous les apprenants, là, les 1200 dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, si il n'y a pas de questions, parce que ça peut arriver, voilà, on gère ça comme des réseaux sociaux externes. Donc, on va avoir un calendrier édito avec des thématiques de posts. Et là-dessus, vous allez avoir des posts nouveautés, des quiz. On va venir rentrer en interaction avec les apprenants, leur dire est-ce que tu savais que tel prompt existe maintenant sur Copilot, et donc du coup avoir la réponse. Ou des trucs et astuces et bien sûr des vidéos nouveautés. Donc ça nous permet vraiment, si vous préférez, c'est le liant, la communauté d'entraide, dans ce dispositif-là. Concernant les webinaires personnalisés, alors justement personnalisés, j'en parlais tout à l'heure, l'avantage des webinaires, c'est justement de pouvoir notamment parler des nouveautés. Ça, c'est un point qui est extrêmement important là-dessus. Nous, on l'utilise d'ailleurs très souvent. On voit qu'on propose des webinaires sur différentes thématiques. Les nouveautés, trucs et astuces, experts, outils, usages. On peut vraiment s'adapter en fonction des besoins, d'où le lien avec les autres actions qui ont déjà été menées. Donc ça fonctionne très bien pour les nouveautés. Ça fonctionne aussi très bien pour le fait de faire de l'expertise et de se spécialiser sur un point très précis. Donc c'est un format qui fonctionne bien, qui peut être proposé à différents groupes. Et vous avez notamment, ce qui est très intéressant aussi, c'est le format évidemment questions-réponses à la fin en live qui fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un format qu'on utilise dans le cadre de différents besoins qui peuvent être remontés par les différents apprenants. On a le e-learning avec un enjeu particulier. Là-dessus, on a décidé, on a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, une trentaine de parcours de formation au catalogue sur Microsoft Copilot. On en a mis une dizaine, en l'occurrence sur ce client-là, qui ont été justement triés en fonction du cadrage. Et on est venu justement ajouter, aussi pour des contraintes budgétaires, quelques contenus personnalisés. Pour vous donner l'exemple type, en tout cas sur ce client-là, ça a été notamment tout un module lié à tout ce qui était le Green IT. Parce que en fait, le système, pour ceux qui connaissent le fonctionnement de l'IA générative, des prompts, il y a ce qu'on appelle des tokens, qui sont des jetons. Et en fait, forcément, moins on est pertinent dans notre prompt de base, plus on va consommer de la donnée, et donc, enfin des tokens, et donc plus ça aura un impact négatif sur la partie Green IT. Et l'autre partie sur ce module-là, c'était la partie juridique. Juridique, notamment avec une charte d'engagement.
en tout cas, on conseille nos clients là-dessus de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas laisser totalement libre, en tout cas, les usages sur l'IA Gen de manière générale. Donc là, l'idée, c'était de définir des règles qui ont été construites avec le client et surtout de former les utilisateurs à ces règles-là. Donc c'est une charte d'engagement avec notamment une signature en fin de parcours qui est liée à cette validation-là. Et le deuxième type de contenu qu'on a créé sur ce cas-là, c'est un quiz de fin personnalisé qui n'avait pas forcément vocation à valider les acquis. On a dit en introduction que c'était important de garder de l'interaction, donc c'est surtout pour montrer aux utilisateurs, valider qu'ils ont compris la pratique et les enjeux qui étaient liés à cette formation-là. Donc on n'est pas sur un quiz validant, on est vraiment plus sous forme de quiz-jeu avec des points qui se gagnent en fonction. Et les cafés copilotes qui étaient une action en fait qui couvre beaucoup moins de personnes en l'occurrence, mais qui permet justement d'être hyper complémentaire avec la communauté d'entraide. Parce que la communauté d'entraide, on répond à des questions utilisateurs, je le disais tout à l'heure, mais là en fait on est sur de l'événementiel, donc on se présente, on a des stands, souvent en l'occurrence là c'était le cas, alors soit en entrée de restaurants d'entreprise, des choses comme ça, des lieux où il y a un fort passage, et en fait on va pouvoir répondre à des questions utilisateurs, on va pouvoir même former, ça arrive aussi sur le tas, les utilisateurs qui ne seraient pas venus à nos différentes formations. Et surtout, on va pouvoir justement sensibiliser de manière plus générale. En moyenne, en tout cas pour ce client-là, on a fait une fois par mois. Ça peut être plus fréquent, mais ce n'est pas toujours pertinent, sachant qu'on a plein d'autres actions de formation qui sont liées. Voilà. Alors, les premiers résultats après les 2 mois de run, d'animation sur ce sujet-là, on est à peu près à du 96% sur les premiers webinaires réalisés, de satisfaction, pardon. On est à peu près à 98% de satisfaction sur la présentielle. On a toujours un delta, c'est le delta moyen nous qu'on a en nombre de points de différence entre la satisfaction présentielle ou webinaire. De toute façon, on préfère toujours avoir un formateur et fort heureusement. Voilà. Sur la partie e-learning, on est sur sur les 10 modules, on a des avis qui sont très positifs sur ces modules-là. Je pense en tout cas que c'est fortement lié au fait qu'on les ait personnalisés, comme je le disais, et qu'on ne soit pas arrivé avec un catalogue exhaustif de plus de 30 formations qui aurait certainement découragé plus d'un apprenant à les suivre. Voilà. On a fait une session plénière, ça qui était tout en amont, pour justement promouvoir là pour le coup Copilot et donner en fait, si vous voulez, de l'intérêt à tout ce plan de formation blended. On a animé 3 cafés Copilot. Là-dessus, on ne comptabilise pas forcément, c'est pour ça que je ne vous donne pas l'info, le nombre de personnes qu'on rencontre, parce que ça peut être comme un salon, on peut en avoir beaucoup, moins, ça dépend. Et sur la communauté d'entraide, on a les premières questions qui ont été posées, donc avec les premières réponses bien évidemment, et on a une 30aine de postes. Pareil, ça, c'est à jauger en fonction de chaque projet. En l'occurrence, là, on avait une stratégie d'environ 2 à 3 postes par semaine, soit des posts nouveautés, soit des trucs et astuces, parce qu'on avait aussi d'autres webinaires ou autres actions de formation qui venaient compléter ce dispositif. Ce qui est important pour la communauté d'entraide, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour nous, une bonne communauté d'entraide, c'est une communauté qui, après notre prestation, continue à perdurer. Parce que l'intérêt aussi, et je ne l'ai pas dit, mais de la communauté d'entraide, c'est que les apprenants peuvent se répondre. Et là, en l'occurrence, sur ce client-là, c'est un résultat qualitatif, mais on a déjà des apprenants qui répondent à d'autres apprenants, donc des personnes qui sont devenues expertes sur le domaine, entre guillemets, en tout cas qui sont montées en compétences et qui arrivent à aider leurs confrères. Donc pour terminer, avant de vous donner la parole, effectivement là on vous a présenté un exemple qui était plutôt lié à Copilot. Il faut savoir aussi qu'on a l'habitude de travailler sur le même type de démarche, plutôt sur l'ensemble des outils M365 également, et surtout on peut travailler avec tout type d'entreprise. On a présenté un projet qui était plutôt lié à une grosse structure, et évidemment ça fonctionne très bien à une échelle différente sur des plus petites structures ou des structures évidemment moyennes, et peu importe d'ailleurs le secteur d'activité. Voilà. Donc déjà merci de l'écoute pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Merci, très belle présentation. Moi je suis ingénieur pédagogique, donc du coup il m'arrive parfois d'implémenter ou bien d'utiliser cette méthode.
il m'arrive parfois d'utiliser cette méthode. Et une fois, j'ai été confronté avec un organisme où il fallait mettre sur pied une formation en informatique, la bureautique informatique. Et du coup, eux, ils sollicitaient que ça se passe en ligne. Et moi, j'ai fait une proposition en blending. Et après débat, on était obligé de revenir dessus. Pourquoi? J'avais un seul argument, c'était celui de manier comment ils appellent ça, le hard skill en informatique. Parce qu'il fallait que l'apprenant il apprenne le clavier, comment connecter les appareils. Et eux, ils proposaient de mettre ça en ligne. J'ai dit non. Donc, c'est pour ça que je dis très belle présentation. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, c'est que vous êtes au démarrage de l'atelier. On a du coup présenté qu'on a 2 catégories très larges, la Gen Z, les réfractaires. Plus tard aussi, dans l'exemple que vous nous avez donné, vous avez parlé du coup d'une société dans laquelle il y avait déjà en place des onboarding obligatoires en ligne. Et du coup, on se retrouve face à un public qui a peut-être une mauvaise image ou une mauvaise approche. Et du coup, quelles sont vos techniques ou un peu les conseils que vous pourriez donner pour changer du coup un réfractaire ou du moins lui donner un intérêt spécifique pour se lancer dans cette formation-là s'il a déjà eu des freins ou des mauvaises opinions avant? En fait, l'un des intérêts justement du blended learning, tout va passer par la communication en fait. Et donc, d'où le fait, et on ne l'a pas mis dans le blended, mais ça aurait très bien pu, la session plein air, pour le coup, en tout cas dans ce genre de démarche, une importance capitale. Parce qu'en fait, c'est là où on va accrocher l'apprenant et ça va faire tomber certaines barrières, notamment au niveau des réfractaires. C'est-à-dire que typiquement, une fois qu'ils seront onboardés sur le processus, tout simplement, ils vont suivre un peu le cours qui sera, les actions qu'ils auront eux-mêmes choisies pour eux. Et donc l'idée, c'est vraiment après de les embarquer peu à peu. Et c'est ça. Et l'autre point, parce qu'il y a 2 éléments là-dessus, il y a aussi la communauté d'entraide qui a un rôle capital. En fait, sur certains postes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va se servir toujours pareil des personas pour justement prendre des exemples types de personnes qui justement pouvaient être réfractaires, typiquement dans ce cadre-là, et justement qui utilisent maintenant l'outil. Et ça, pour nous, c'est idéal parce que en fait, parfois, ces personnes-là même témoignent en fait en disant mais non, tu as tort, tu ne devrais pas penser comme ça ne va pas te remplacer, par contre, ça va t'aider. Tu passeras 3 fois moins de temps à faire une fiche de poste, pour reprendre l'exemple de ça. Voilà, on arrive à baisser ces barrières-là comme ça, je pense, les deux axes principaux. Voilà. Bonjour, moi, petite question concernant en fait le nombre de personnes quand même et d'apprenants, parce que vous dites toutes les structures, je pense qu'une entreprise aurait 10 apprenants, je pense que ça n'a pas de sens ou moins. Voilà, je pense qu'il y a quand même un minimum. Et ensuite, sur les 1200, là, parce que vous dites qu'il y en aura 10 000 demain, mais 1200, vous avez des niveaux d'apprentissage. Donc, comment vous gérez en fait les présentiels, en fait, notamment sur les groupes de niveau? Qui les détermine? Est-ce que c'est vous faites des questionnaires? Est-ce que c'est voilà, c'est toute cette partie-là, puisqu'il y a la gestion des groupes, en fait. C'est une très bonne question, merci. Alors, on a appris en faisant, là en l'occurrence, on a une démarche qui est l'adaptive qui permet justement de faire des questionnaires en amont. En l'occurrence, sur le cas Copilot, c'est hyper compliqué parce qu'on part d'usage. Ce n'est pas forcément un niveau, vous voyez, sur les outils en tant que tels. Donc, ce qu'on essaye de faire, en fait, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais en tout cas, on essaye. C'est justement de faire en sorte que les thématiques des webinaires dont parlait typiquement Jérémy permettent de, si vous voulez, on a en fait, je le reformule, dans la manière dont on va construire le blended, on va avoir des apports en fonction des niveaux, ce qui permet à un apprenant, je prends un exemple débutant, mais qui n'a pas forcément vocation à aller beaucoup plus loin sur ses usages, il va prendre le socle de base, il va se constituer son parcours à lui débutant, et par exemple un expert qui serait quelqu'un de l'IT, en l'occurrence chez ce client-là, parce qu'on a eu le cas, et ben en fait, lui, il va venir à des webinaires type expert, où là, chez nous, c'est des formateurs, pour le coup développeurs, qui interviennent. Et justement, on arrive, vous voyez, à donner les apports. C'est-à-dire, on ne va pas être forcément, nous, en tout cas dans ce genre de blended, sur de la présélection. Voilà, on va les guider par rapport au parcours qu'on va leur proposer. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est eux ensuite, s'ils décident de faire une formation présentielle, c'est eux qui choisissent quel type de formation? Vous proposez plusieurs formations présentielles et ils s'inscrivent. En fait, c'est là que Alors, j'essaye de... Pardon, là en l'occurrence, on avait une seule formation présentielle, donc il n'y avait pas le choix sur le présentiel, c'était l'acculturation et le débutant. Donc c'est pour ça que je dis après, ils venaient en fait composer eux-mêmes leur parcours en fonction aussi du degré d'expertise qu'ils souhaitaient avoir. Mais votre remarque est totalement pertinente sur la partie adaptive, parce qu'en fait, souvent, comment on gère ça sur d'autres sujets, et là notamment les usages M365, on fait de l'adaptive avec des questionnaires de positionnement, soit sur du déclaratif, mais l'idéal même, c'est on les fait pratiquer, et en fonction, on leur propose leur niveau d'entrée sur ce parcours adaptif, en effet. Et je me permets juste de compléter sur l'aspect taille de la structure. Effectivement, la démarche telle qu'on l'a proposée là fonctionne bien évidemment mieux et est plus adaptée à une grosse structure. Maintenant, on a aussi des clients qui ont peut-être 10-15 collaborateurs qui peuvent mettre en place un aspect plateforme e-learning et pourquoi pas compléter avec du coaching individuel sur certains éléments. Donc on reste sur quand même une approche blended. Mais bien sûr que vous allez avoir certains éléments qui seront plus adaptés à une plus grosse structure que d'autres, on est d'accord. Oui, moi j'ai une petite question sur l'aspect usage. Donc vous dites que c'est une formation qui arrive par les usages. Et en fait, il y avait par exemple des webinaires usages. Et en fait, je me disais, comment vous connaissez les usages des gens en fait? Vous dites voilà, nous on est Microsoft, on sait tout, donc le juriste il doit travailler comme ça, tel usage, on va faire l'e-learning comme ça, le webinaire comme ça, il doit travailler comme ça. Ou vous avez fait des groupes de travail pour collecter comment ils font, comment ils pourraient travailler, pour ensuite tirer des informations. Mais là c'est plus de 2 mois qu'il faut quoi. Donc je me demande comment vous avez pu concilier les deux. Alors, donc Microsoft en effet promeut un certain nombre d'usages qui nous servent clairement. Dans la formation présentielle, juste pour rappel, en effet, on avait ce côté un peu promotion des usages qui existent, qui sont sur étagère, mais qui sont en effet très macro, on va dire. Donc nous, après, comment on arrive à s'adapter aux usages d'un client? C'est grâce au cadrage. En fait, ce qui va se passer sur le cadrage, on va surtout écouter, on va définir des personas. En fonction de ces personas, on va les écouter surtout, souvent sous forme d'interview ou de groupe en effet. Ça peut arriver sous forme de groupe de travail. Et en fonction, on va surtout voir comment l'outil là en question peut apporter un gain côté utilisateur. Donc après, il faut savoir que ça, c'est un point de départ, et je pense que c'est même la base de ce genre de démarche, c'est qu'elle évolue au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça arrive, mais quasiment tout le temps, qu'on commence un blended avec des usages qu'on a listés suite à notre cadrage, et que ces usages-là viennent être complétés, soit par la communauté d'entraide. Je parlais tout à l'heure du fait que justement, on pouvait onboarder des nouveaux apprenants grâce à ce genre de canal-là. Et en gros, vraiment, ça va venir compléter les usages qui seront, en tout cas, dont on parlera chez ce client-là. C'est vraiment, vous voyez, on va progresser en même temps d'ailleurs que les apprenants eux-mêmes. Mais oui, c'est un des enjeux en fait. C'est là, pour moi, une grosse différence, parce qu'on fait aussi de la formation bureautique, mais entre les usages, donc quand on parle collaboratif, ou là, en l'occurrence, Iagène, et des outils où on est vraiment sur de la fonctionnalité pure. Mais je voulais le vérifier. Je repose la question, donc pour ceux qui n'auraient pas entendu, très bien. Pour la communauté d'entraide, vous avez utilisé quelle plateforme? Communauté d'entraide, Engage, ouais, Microsoft. Mais parce que la plupart, en tout cas en l'occurrence là, les clients sont sur du Microsoft. On peut utiliser sur Teams, ou si d'autres clients ont de l'intranet, d'autres types de communautés sur leur intranet. Là-dessus, on peut tout à fait intervenir. Le tout, c'est qu'il faut qu'on puisse quand même avoir des outils clés de base sur une communauté d'entraide, donc les réactions, le fait de pouvoir poster et donc bien sûr réagir, commenter, parce que le but c'est au contraire que ça soit très ouvert comme démarche. C'est sûr, si on a eu le cas de clients qui nous faisaient ça sous forme de FAQ, oui, l'impact est minime. Voilà. Alors, du coup, on pourra en reparler de toute façon si jamais. Dans tous les cas, nous nous trouvons sur le stand D41 qui est par là-bas. Ah,
Oui, désolé, si on a une demi-seconde. C'était sur la charte, alors, sans révéler des secrets de ce client mystère. Il y a quoi dans une charte standard, dans un grand groupe sur l'IA? Là, c'est plus du contenu. Si ça n'intéresse pas tout le monde, je suis désolé pour la question. Alors, il y a beaucoup de sécurité informatique sur des clients, notamment là, en l'occurrence ce client-là. Il y a ce qu'on appelle une classification des données chez eux. Donc, en fonction, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le cas sur le collaboratif. Et c'est encore plus le cas sur l'IAGEN, puisque l'IAGEN permet aussi d'aller chercher facilement des documents ou aller piocher des connaissances dans ces documents-là. Donc le gros de la charte est lié à ça. Après, on met souvent en effet du Green IT. En tout cas, là sur ce client-là, c'était aussi un point important sur la partie en effet impact de l'IAGEN sur l'aspect écologique. Et enfin, on a toutes les règles d'usage, on va dire, qui sont très connues pour ceux qui sont familiers avec l'IAGEN, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est que l'IAGEN, c'est pour ça aussi que j'ai pris l'exemple au tout début sur l'explication de copilote, n'a pas toujours raison. Et soit parce qu'on a fait un mauvais prompt et ça arrive, c'était le cas pour mon exemple, mais c'est important de transmettre ces messages-là sur cette charte et qu'on ne commence pas à avoir des documents, en tout cas là c'était aussi le cas chez ce client-là, de dire mais on ne peut pas prendre un document qui a été généré par l'IAGEN, quand bien même on a vu ça peut super bien, ça peut nous aider dans notre quotidien sur la fiche de poste par exemple, on ne peut pas le prendre et juste sans même le relire ou quoi, le partager. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi qui est importante. Donc voilà, 3 niveaux je dirais sur cette charte. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne journée.